Les marquises, en marquisien, s'appellent Tehenua Enana, la terre de l'homme. Le français dira que je suis français, l'américain aussi dira que je suis américain, et le tahitien dira que je suis tahitien, mais le marquisien ne pourra jamais dire que je suis marquisien. Il dira que je suis homme. Homme du Henua Enana, de la terre de l'homme. Le Christ, c'est une signature. Toutes les personnes habitant la vallée que tu viens de laisser savent que c'est toi qui viens de partir. Et ceux de la vallée dont tu vas entrer savent également que c'est toi qui vas entrer. Et ça fait... Où êtes-vous, Lucien Kimitete? Teiki Kehuina, où es-tu? On le cherche toujours, où il est. Est-ce vraiment là-bas? Est-ce que c'est toujours? Est-ce que ça manque? Ça manque beaucoup. Mamoa toto ia kao. Te aha te paaoa I tau ia mai I o toto ni tahatai. Tau ia me tēnei paaoa. Wa pukina me iau. Te tuau oko ia I tēnei te kao. Wa tihe tō maakau I te kao tō ia mama. Ma I atu wa tihe ana mai te atai me te ama akau I tō kam wa koona iau te wa ama akau I te kao tō ia kuia pe au nei ia o ranu tēnei paaoa ia tau he au ne. Mea mamai, te houpo. Soudain, il disparaît. Et il disparaît mystérieusement. Personne ne sait ni où ni comment. Bizarre quand même, étrange. Je regardais ce pays, ce paysage, et étrange paysage. Qui êtes-vous? Quels sont ces hommes? Bonsoir. L'actualité de ce jour revêt un caractère particulier, une nouvelle qui bouleverse le monde politique et la population polynésienne. 5 personnes sont portées disparues à bord d'un avion bimoteur Piper. L'avion est attendu à 8h15, 8h30 à Makemo. À 8h, la mairie de Katiou est avertie que l'avion va se poser. Il est en difficulté à cause de fortes turbulences. Il m'a dit exactement qu'il était à 4000 pieds en vue de Katiou, qu'il allait se poser à Katiou. Depuis, plus de nouvelles. Immédiatement, tous les moyens ont été mis en œuvre pour retrouver l'appareil et ses passagers, mais pour le moment sans succès. Si on arrive à découvrir des morceaux, quoi que ce soit qui flotte, c'est dans les quelques premiers jours. Après, ça devient beaucoup plus difficile. Bon, il se trouve qu'on n'a rien trouvé. Dans ce tragique accident, vous le savez, il y avait le conseiller maire de Nukuhiva, Lucien Kimitete. Aux Marquises aussi, la consternation est grande. Lucien est parti comme ça, sans nous laisser de traces. Il n'y a aucune trace. Parce que j'étais le dernier à avoir quitté le bureau. Il me disait, t'es qui? À bientôt. Lucien, il n'est pas là. Il est là. Dans l'océan, dans le ciel. Ce sont les dernières images que nous avons de toi. Je pense qu'il est temps. Tu te battais une fois encore pour les Marquises. Tu y as laissé la vie, tu y as laissé ta vie. Tu avais 49 ans. Envie de dire, n'y va pas, Lucien, le vent se lève, la mer est mauvaise. Tu sais bien que l'océan garde ses secrets là où les atolls affleurent comme des traces d'îles. Mon fils, qui avait 6 ans à l'époque, il m'a dit « Maman, est-ce que tu crois que papa est mort ?» Et je lui ai dit « Non, je pense pas.
Je crois qu'on continue à le chercher. Et il me dit, mais de toute façon, papa, il saura se débrouiller. Il sait pêcher, il sait monter au cocotier. Je dis, bah voilà, tu vois, tu as trouvé la solution. Donc c'est vrai que pour nous tous, il était trop fort, enfin, il était fort physiquement, il savait tout faire. Donc il n'y avait pas de doute dans notre esprit qu'il pouvait s'en sortir. Même sur un motu, même loin de tout. Silence, solitude vertigineuse de ces îles perdues. Nous sommes ici chez toi. Ta voix familière résonne entre les cathédrales de basalte, les pics et les ravins. Quand on arrive aux Marquises, on est frappé par la force des îles Marquises, avec ces parois rocheuses noires, avec ces descentes abruptes qui s'élèvent assez haut au-dessus de l'horizon. Alors ces îles ont forgé le caractère des Marquisiens. C'est cette beauté qui rend l'isolement supportable, qui nous fait accepter les moustiques, la pluie, les tempêtes. Gémir n'est pas de mise aux Marquises. Tu nous l'as appris, tu me l'as appris. Tu menais ta vie sans prudence, avec la conviction que tout est écrit, qu'il suffit d'écouter les signes que nous envoient l'air et la mer. Il savait qu'il n'allait pas vivre vieux, il me l'avait toujours dit. Et pour moi, c'était terrible parce que pour moi, c'était l'homme de ma vie. Et je m'étais toujours dit, on finira nos jours ensemble, dans une vallée où il n'y a personne, où on va les vivre tous les deux dans une vallée d'ici, avec notre petite plantation, pêcher notre poisson. Et bon, c'est un rêve qui s'est brisé. Notre rêve s'est brisé, le mien en particulier. Même si lui me disait je ne vivrai pas vieux, je ne le croyais pas. De sa carapace et d'une et de deux. Image rare filmée chez toi par un ami, Cédric, quelques mois avant ta disparition. Ta maison était toujours ouverte. Tu partageais tout, généreux et disponible pour chacun. Donc avec ça, cet instrument, on tire de la nourriture mais les plus parfaites qu'on puisse trouver. Hein. Ouais. Alors fais-moi un. C'est bon. Tu te retrouvais face à Lucien, tu te trouvais face à une personne exceptionnelle, un physique exceptionnel aussi, il faut le dire. C'était un bel homme, bien, tel qu'on s'imagine un Océanien. Il n'avait pas été défiguré par les sushis et par le caviar. C'était actif, il était culturel, il était authentique. Donc nous sommes en train de préparer le plat national qui est la popole. C'est une pâte faite avec le fruit de l'arbre à pain. C'est un mets qui se garde dans des silos et puis qui peut servir de tampon en période de sécheresse. Donc nos anciens conservaient la pâte de ce fruit-là dans des grands silos creusés dans la terre. Donc les Marquisiens ont surtout été des végétariens. Les gens du commun mangeaient très rarement de la viande, donc ils mangeaient ça tous les jours, cette pâte. Mais chez moi, maison pure marquisienne, je viens en 21 ans d'existence de faire, je crois, pour la deuxième fois, le plat national marquisien chez moi. C'est bon. Sûrement un goût d'enfance pour toi qui as grandi dans les cocoteraies. Comme tous les Marquisiens, tu as passé ta jeunesse à faire le copra, seule ressource de la famille. Aujourd'hui encore, le copra nourrit les Marquises. L'odeur âcre des cocos flotte dans les vallées. Yvonne, ta tante, et Tehina, ta cousine, vivent toujours dans le village de Hatieo. Tehina garde la maison où tu as grandi, une construction rudimentaire de bois et de tôle ondulée, sans mur, sans porte, ouverte à tous les vents.
vécu ici combien de temps? Au moins une trentaine d'années. Hein. Enfin, il va, il vient. Après, il est resté à Taïwan. Jusqu'à son mariage. Voilà. Il produisait beaucoup de copra pour nourrir toute la famille. Oui, tout à fait. Il y avait combien d'enfants déjà? Ils sont 7, je pense. Son père, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans la nature, hein, qui fait beaucoup de copra. Et vraiment, c'est quelqu'un qui est très fort pour ça. Son père était un Hercule, fermé, parlait pas, la bouche cousue. Alors que lui, au contraire, était tout sentiment, tout épanouissement, et il trouvait ça dans sa mère. Tu m'avais dit un jour, ma mère était toute frêle, mais elle pouvait dompter un cheval sauvage par la force de son esprit. Elle avait donné naissance à 9 enfants, tu étais le 3e. Quand elle est morte de la tuberculose, tu avais 17 ans. Il faisait pitié parce qu'un manque de maîtrise, il est rentré chez lui, il a tout cassé, pas dans la maison, mais dehors de la maison. Les fleurs, les plantes, tout saccagé, tout de dépit, de colère, de découragement, ce qu'on voudra, quoi. Mais sa mère vient de mourir, il l'aimait. Alors là, il a pris conscience, si vous voulez, qu'il était seul. Écrasé de chagrin, tu abandonnes tes études. Suivent alors des années d'errance où tu fuis dans les paradis artificiels et surtout le paca, la drogue locale. Il y a eu dans sa vie, à un moment donné, un retournement. Soudain, il est devenu très pieux. Je crois, il y a ça d'abord. Il y a aussi la prise de conscience qu'il était faible devant le paca, quoi. Il y a, je crois que cette révolte, refus du paca, ne pas céder à cette passion. Déborah a une vingtaine d'années quand elle débarque aux Marquises. Sa mère est française, son père tahitien. Elle arrive tout droit de Paris, où elle a fait ses études. Déborah l'a aimé, si vous voulez, parce que c'est Déborah qui l'a aimé. Déborah l'a aimé, elle a bien fait, elle l'aimait d'ailleurs. Ça l'a aidé, hein, ça a été un sursaut chez lui, quoi. Ça l'a aidé à se dominer, à se maîtriser. Comme pour rattraper le temps perdu, tu voyages avec Déborah, tu lis, tu apprends l'anglais, perfectionnes ton français. Toi qui as quitté l'école en 3e, qui ne parlais que marquisien dans ta jeunesse, tu veux tout apprendre. Tu découvres la vie de famille avec vos enfants, 3 filles, Omiti, Iné, Agnata et un garçon, Kaimi. Avec eux, tu arpentes les chemins des Marquises, tu leur apprends les secrets de la nature. Dans ta vie, les amis tiennent aussi une grande place. François, le confident, le copain de toujours, a suivi ton évolution et le début de ton engagement pour les Marquises. Il ne s'est pas calmé avec le mariage. Loin de là. Non, est-ce qu'il s'est calmé? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'en fait, il y avait d'autres choses ensuite qu'il aspirait. Pour lui, la culture, c'était vraiment ce qui constituait un véritable moteur, une source d'inspiration illimitée. Hein. C'est vrai qu'il me donnait l'impression de chercher quelque chose qui était en train de disparaître. Sur les sites anciens, tu allais parler aux fantômes de ton peuple disparu. Ici, des hommes ont vécu, ici, un peuple a souffert, désespéré par tout ce qui venait de l'extérieur et qui le tuait. Les épidémies, l'alcool, l'opium. Mon rêve, c'était de voir les Marquisiens il y a 200 ans. J'aurais tellement voulu les entendre et les voir, simplement, pour que je puisse imaginer au moins la vie des Marquisiens que je ne connais pas, que les Marquisiens ne connaissent pas. Cent ans après l'arrivée des Occidentaux, il ne restait qu'une poignée de Marquisiens.
Frappé par le malheur, il se laissait mourir. Tu disais que vous étiez des survivants, tu étais fier d'appartenir à ce peuple orgueilleux. L'émotion te gagnait chaque fois que tu évoquais la tragédie de ton peuple, commencée à Tawata, là où sont arrivés les premiers bateaux du fond de l'horizon. L'île de Tawata porte un nom que les anciens marquisiens ont donné. C'est l'aurore. L'aurore, c'est le moment où on attend pointer le soleil, et ici aux Marquises, c'est le moment où on a... Où le changement est arrivé. Ça a été le début de la fin d'un peuple? Sûrement, sûrement. Les marins à la peau blanche étaient porteurs de poisons mortels. Vous crachiez du sang, vous aviez la fièvre, vous faisiez l'amour et cela vous détruisait. Syphilis, grippe, tuberculose, vous tombiez comme des mouches. Pire encore, les missionnaires dans leurs soutanes noires disaient que votre culture était sans valeur, vos danses et vos tatouages barbares. Tout cela fut interdit. Vous êtes devenu catholique, vous chantiez la messe en latin, vous aviez honte de vous-même. C'est pourtant un religieux, Monseigneur Lecléache, alors évêque des Marquises, qui vous a aidé à reconstruire votre histoire il y a 30 ans à peine. Il fallait leur apprendre à être marquisiens. Leur apprendre qu'ils sont marquisiens, qu'ils ne sont pas tahitiens, qu'ils sont français si on veut, politiquement, mais pas humainement. Humainement, ils sont eux-mêmes, ils savent pas ce qu'ils sont. Alors Lucien, lui, il comprenait ça, fait qu'on pouvait lui parler. C'est bien qu'il a été, dans cet effort de prise de conscience de la culture, un des éléments qui me comprenait, on se comprenait, quoi. Ton ami Pierre Tekitoé adresse une incantation aux ancêtres, une façon de demander leur bénédiction avant de prendre la parole. Oui. Il s'est renseigné surtout comment sortir sa population un peu de l'oubli. Le seul truc qui nous est venu, c'est de mettre la culture en avant, de montrer vraiment dans la culture qui sommes-nous. Nous sommes là et on existe. Et ça a été très difficile parce qu'il fallait faire des recherches, aller voir les anciens, aller voir tout ça, parce que la culture marquisienne, je ne vous cache pas, c'est à cette époque-là, dans les années 60 jusqu'à 80, c'était presque éteint. À la fin du siècle dernier, à l'île de Tawata, les chefs de toute l'île de Tawata se sont rassemblés en un même point pour essayer de comprendre pourquoi le peuple marquisien se mourait. Au bout d'une semaine, je crois, de réflexion, ils n'ont pu sortir qu'une seule phrase. Ils ont dit ceci: si aujourd'hui nous mourons, c'est parce que nous ne dansons plus. En 1989, tu as 37 ans et tu deviens chef de danse. Il faut tout reconstruire, réinventer ce qui a été oublié. Quand je voyais toute l'énergie qu'il utilisait pour que les personnes perçoivent son message, et notamment au niveau de la jeunesse, c'est comme si le temps était compté, donc il fallait que le message passe de gré ou de force.
Je le voyais souvent en train de plonger ses regards dans les livres, que ce soit en anglais, quand c'était des livres en allemand. Alors il voulait à tout prix comprendre ce qui était écrit. Voilà. Donc il s'inspirait effectivement de ce qu'il ressentait, mais à la fois il avait besoin quand même de bases très très concrètes. Donc voilà, c'est vrai, avec l'énergie du désespoir, il essayait de faire vivre cette culture. Tu misais sur la culture et non sur le tourisme pour faire revivre ton peuple. Grâce à ton travail acharné, la danse aux Marquises n'est pas un folklore. Il était essentiel pour toi de transmettre aux plus jeunes le désir de danser encore. Quoi que j'ai pu faire dans ma vie active, mon cœur a toujours appartenu à la culture et à la danse. Mais là, on se dirige vers le site de Koweva. On est dans la vallée Pakiu. Et Koweva, c'était le lieu où s'est passé le dernier festival en 99. Et c'était un plaisir pour tout le monde de voir ce site à nouveau vivant. Parce que c'est vrai que pendant des années, il a été dans la brousse, il était envahi par les plantes. Vous allez voir quand on va arriver là-haut, c'est nettoyé, c'est mis en valeur. Viens, c'est par là. Chaque moment, quand on est là, on pense aussi à lui. Ça nous donne aussi un peu d'énergie pour revivre encore une nouvelle vie, de le faire encore, de terminer ce qui n'est pas terminé. Il faut qu'on vive un peu dans notre culture. Le site, le tatouage, la danse, la légende, c'est ça. On n'est pas au maximum, mais... Cette partie du site, là, elle a été complètement restaurée par Lucien. C'est vraiment son endroit. C'est l'endroit où il aimait bien venir avec les enfants. Les enfants jouaient dans les bagnons. Et lui, avec les palons, il faisait pierre par pierre. Il a restauré tout ce mur-là, était effondré. Et il les a restaurés. Il les a ramenés petit à petit à leur lieu d'origine. C'est un boulot monstrueux. Du fait que nous n'avons aucune technicité, aucune approche. La première approche, c'est regarder, et puis après, il faut y aller. Je crois que quand on regarde la sérénité, le calme, on a du mal à imaginer qu'ici, il y avait 1000 personnes en 99. J'ai vu cette foule arriver sur le site sacré de Koweva où les chants et les danses de tout un peuple résonnaient de nouveau pour la première fois depuis 150 ans. J'ai vu ta fierté. C'était l'aboutissement de tes recherches. Réunir les 6 îles de l'archipel pour un festival des arts et de la danse. Ce festival exprime ta maturité sur le plan culturel, sur le plan physique aussi. Ton visage s'est transformé, tu t'es rasé la tête et ton corps a trouvé sa stature et sa puissance. 2000 ans, les Marquisiens ont passé leur vie ici sur ces îles. Et nous avons convenu qu'avant d'aborder l'an 2000, nous devons faire une pause pour savoir ce que nous sommes aujourd'hui. Et je pense que la réponse est entre nous tous. Alors, vive le festival et vive nous tous. Kahani. Si on prend référence à cet écrit des missionnaires qui disait que les Marquisiens avaient 77 danses et 77 costumes, aujourd'hui nous n'en exécutons que même pas une douzaine. Aux Marquises, on a créé une danse spéciale pour le cochon, qui est un animal sacré. Alors, qu'est-ce qu'on a pris du cochon? Son râle, sa voix,
qui donne à peu près ceci. À chaque fois qu'on faisait un festival, ils se rendaient compte qu'il fallait innover, il fallait créer, il fallait reprendre des histoires, reprendre les légendes, aller chercher au plus profond de sa mémoire et des mémoires des anciens. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est la danse de l'oiseau, qu'il a créé lui-même, il a écrit un bouquin là-dessus. J'étais émerveillé. Tu étais fier de ce texte, le seul que tu aies écrit, et tu étais fier de le dire en marquisien. La danse de l'oiseau, c'est la délivrance de la femme. La femme, dans la danse marquisienne, est toujours accroupie et assise. Elle n'avait pas à se mettre debout, voyez-vous. Et la danse de l'oiseau a permis à la femme de se lever, déjà, et de montrer toute sa beauté. Aujourd'hui, toutes les marquises se sont appropriées le Rakamanu et chacun le danse à sa manière. Le renouveau de la culture passe aussi par les bateaux. Chaque île construit sa pirogue pour rappeler que les ancêtres sont venus des côtes de l'Asie il y a plus de 2000 ans. Les anciens Polynésiens ont fait de la mer un terrain d'exploration. Qu'est-ce qui les a poussés à venir jusqu'aux Marquises? D'ici les Marquises, ils ont colonisé tout le bassin est du Pacifique. Ils ont été à la découverte de toutes les îles de la Polynésie pour aboutir à la Nouvelle-Zélande. Et puis aussi, ils ont été jusqu'à l'île de Pâques. Homme du Pacifique, tu voulais rassembler par-delà les mers la grande famille polynésienne, de la Nouvelle-Zélande au sud à Hawaï au nord en passant par Rapa Nui, l'île de Pâques à l'est. Ce peuple maori qui chante les mêmes chants, qui danse les mêmes danses, et ils sont tous venus. He hore hore, he matatika, he kakau. Hakorua! Aho mai koruki hako! Kauru, kauru, kauru te hani. Kahere, kahere, kahere te meruri. Kauru, kauru, kauru te hani. Makamatara! Kahere, kahere, kahere te meruri. Dans le prochain millénaire avec plein d'énergie et de positivité. Il est minuit quand les pirogues surgissent de la nuit en cette date symbolique du 1er janvier de l'an 2000.
tu les accueilles sur la plage, c'était ta volonté. Commencer le 3e millénaire en criant haut et fort « Nous existons ». Nous voulons redevenir le point d'ancrage du peuple maori, la terre des guerriers. Longtemps regardés avec dédain par Tahiti, les Marquisiens font enfin entendre leur voix à travers la tienne. Floss se moquait de lui, il disait « Mais comment peut-on faire la politique avec des danses et des chants, de la culture ça ne sert à rien. » Et quand il a vu que ça marchait, il ne faut quand même pas oublier une chose, que les îles Marquises, avec 8000 personnes, étouffent aujourd'hui culturellement complètement Tahiti qui a 180 000 personnes. Aujourd'hui, lorsqu'on montre l'image de la Polynésie dans des sculptures, on montre des sculptures marquisiennes. Et ça, c'est en partie grâce à Lucien Kimétété, alors qu'on a lui dire après que c'est le petit bronzé des îles, avec lui, ça ne marchait pas. Bienvenue à Taïwae. Voilà notre village principal, c'est aussi le village principal pour tout l'archipel. C'est le centre administratif et religieux, donc on peut dire c'est la petite ville des Marquises. Donc ici, il y a 1800 habitants, avec quelques commerces, surtout tenus par des Chinois, où on peut acheter... Élu en 1995, tu étais un maire plutôt atypique, qui adorait emmener le visiteur à la découverte de ton île, plutôt que de rester derrière ton bureau municipal. Ta population, tu l'aimais par-dessus tout et voulais la protéger. Rares sont les lieux qui ne sont pas exploités, balisés, uniformisés. Tu ne voulais pas vendre ta terre aux promoteurs, aux charters, aux bulldozers, mais permettre aux Marquisiens d'avoir de meilleures conditions de vie sans perdre leur âme, sans abîmer leur environnement exceptionnel. Il voulait vraiment que les Marquises puissent décoller au point de vue économique, parce que c'est vrai qu'il avait le sentiment que notre archipel était oublié et qu'on recevait les miettes de la Polynésie. Tu avais pourtant beaucoup de projets pour ton île. Un aéroport, une route, un port en eau profonde et un marché communal qui sera réalisé bien après ta disparition. Tu t'étais battu 15 ans pour obtenir de Tahiti le permis de construire. Beaucoup de tes projets sont restés lettres mortes. Je n'ai pas fait grand-chose pour ma commune. J'ai essayé d'être le serviteur dans le sens noble de ce qu'on doit faire. Mon prédécesseur a fait énormément. Je n'ai fait que poursuivre sa politique, poursuivre le travail. La dernière opération que je suis en train de faire, de concrétiser, c'est, comme toutes les communes, c'est l'eau potable. Il y a une semaine, j'ai reçu des appareils de France qui vont permettre aux 1700 habitants de ce village d'avoir de l'eau propre au robinet. Jusqu'où il voulait aller en politique? Quelles étaient ses ambitions? Je ne crois pas qu'il avait d'ambition politique. C'était pas le fait de se dire un jour je serai ministre ou un jour je serai président des Marquises. Non, c'était pas ça son but. Son objectif au niveau politique, c'était que les Marquises aient un statut particulier. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas ce qu'ont les Saint-Martin et Saint-Barthélemy aujourd'hui, une collectivité. Il voulait le rattachement direct à la France. Alors, il parlait de rattachement direct à la France parce qu'il n'y avait pas de structure législative, institutionnelle. Aujourd'hui, on pourrait dire, oui, maintenant, ce rattachement peut se faire par le biais de la collectivité. Tahiti, à 1500 km des Marquises. C'est ici que tout se décide. C'est ici que tu es venu défendre les Marquisiens. Candidat à l'Assemblée de Polynésie, tu as été élu conseiller territorial en 1996. Pour Alex Duprel, tu occupes une place à part sur l'échiquier politique polynésien. La classe politique de Tahiti, c'est la bourgeoisie, une sorte de classe demi ou métisse et tout,
qui contrôle tout et qui a été mise en place du temps colonial pour gérer ça. Et ici arrive Lucien Kimétété, qui ne sort pas de ce moule, qui a grandi au fin fond d'une vallée aux Marquises, et qui commence à avoir du succès parce qu'il est entreprenant, et surtout c'est un fou de culture. Donc il commence à avoir beaucoup de succès d'abord sur son île Nukuhiva et après dans les Marquises du Nord et après toutes les Marquises. Ce qui, bien sûr, les clignotants marchent chez le puissant du moment, qui était Floss, et qui essaye de l'aspirer dans son système. Et lui refuse. Lucien était sincère, et c'est un des rares, c'était un pur, c'était un vrai, et c'est pour ça qu'il dérangeait. En 1998, tu t'associes à Boris Léontiev pour proposer une troisième voie aux Polynésiens. Ni le néocolonialisme, ni l'indépendance. Votre objectif, promouvoir les 5 archipels de Polynésie, jusqu'alors étouffés par Tahiti. Si j'ai rejoint le FETIAPI, c'est parce qu'il y a un cadre qui me plaît, celui de la décentralisation et du Conseil des archipels. Oui, mais vous ne voulez pas être associé au FETIAPI, vous m'avez dit. Il faut arrêter cet amalgame. Il y a une liberté, une conviction libre. Le FETIAPI est libre, Lucien est libre, mais nous sommes réunis pour un même programme, celui de la décentralisation, celui de la valorisation des archipels et de la valorisation des hommes là où ils se trouvent. C'est ça la différence. Ils étaient en pleine ascension. Boris était déjà à l'époque prédestiné à être président du gouvernement, en tout cas beaucoup le disaient, beaucoup le croyaient. Et forcément, Lucien était également dans son sillage et profitait aussi de cette lancée. Mais toujours avec cette spécificité, parce que Lucien, lui, c'est les archipels, c'est les Marquises, donc avec cette nuance-là. Boris, c'était le Tahitien. Et Lucien, c'est le marquisien. Il faut voir la culture qu'il avait. Il parlait parfaitement le marquisien, il parlait parfaitement le tahitien, il parlait très très bien l'anglais, presque parfait, et le français. C'était un homme quand même de 4 langues. Ta carrière s'accélère d'une manière fulgurante. Tous les ans, tu te rends au Congrès des maires à Paris, où tu rencontres la classe politique de métropole. Peu à peu, tu prends une dimension dans tout le Pacifique Sud. Tu crées des liens entre les archipels, comme ici, en Nouvelle-Calédonie, où vivent quelques centaines de Marquisiens. Ton but, rencontrer les chefs coutumiers, remercier les Calédoniens d'avoir accueilli les Marquisiens qui se sont installés sur leur sol dans le passé. Et à travers ces gestes symboliques, renforcer les relations entre les peuples du Pacifique. Et il est très important de demander enfin à la coutume de ce pays de nous accepter en tant que membre qui a décidé de vivre ici, qui a décidé de faire en sorte que la Nouvelle-Calédonie soit leur pays et leur pays pour toujours. Donc il est normal que nous fassions ce geste. Je suis persuadé qu'ils auraient eu une destinée extraordinaire, mais bon, leur disparition a voulu que les choses ne se soient pas passées ainsi, malheureusement. L'absence totale du moindre indice après la disparition de l'avion a laissé la place aux rumeurs les plus inquiétantes. Est-ce vraiment un accident? Y aurait-il eu un complot contre les leaders du FETIAPI? Depuis 8 ans, les experts se sont succédés pour savoir ce qui s'était passé ce 23 mai 2002. L'enquête n'est pas close. Elle en est restée au stade de la dernière expertise qui a été rendue et qui démontre, en tout cas c'est une hypothèse très forte, qu'il y a eu un accident. Bien qu'il ne puisse être démontré que l'hypothèse de l'attentat politique soit totalement impossible,
l'expert a pu parvenir à la quasi-certitude que cette hypothèse est à rejeter, tant les éléments qui justifient l'accident par mauvaise gestion du carburant sont convaincants. Le pilote, qui avait accepté de piloter l'avion sans être rétribué, ayant besoin d'heures de vol pour parfaire sa qualification professionnelle, manquait totalement d'expérience. À la suite d'une mauvaise gestion du carburant, il se retrouvait le 23 mai à l'approche de Makemo, sa destination, dans une situation dramatique. Le carburant de l'aile gauche arrivait à son terme, entraînant l'extinction du moteur gauche. Il perdait le contrôle de son avion. L'appareil s'abîmait en mer et coulait par des fonds atteignant en ces lieux 1500 mètres. Le dernier rapport sous-entend qu'il faut classer l'affaire, parce qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux. Toi, tu n'as pas envie que cette affaire soit classée? Ah non, j'ai pas envie, parce que comment, pour nous tous, je veux dire, comment on fait le deuil de quelque chose qui n'existe pas, comment on fait le deuil de se dire, ou même d'expliquer, comment on peut expliquer une disparition. Je crois que tous ceux qui ont connu les disparitions doivent ressentir la même chose, c'est un sentiment de frustration, parce qu'on n'a pas de réponse à nos interrogations. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Je n'accuse pas et je ne montre pas. C'est vraiment une disparition bizarre. On ne voit rien, on ne trouve rien. Et c'est ça qui m'a rendu un peu malheureux, parce qu'il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe de cette disparition. Et ça m'a découragé, même si ça m'a découragé de pouvoir continuer. Déclaré officiellement décédé en décembre 2002, les Marquisiens te disent adieu en mars 2003. Prières et chants emportés par le vent vers toi quelque part dans le grand océan. Cruelle absence pour un peuple qui met tant de soin à accompagner ses morts vers le Hawaïki, le paradis des Maoris. Tu es devenu l'emblème des marquises, ne vivant, ne respirant que pour ton pays, sa culture et ses habitants. Tu avais fait beaucoup de rêves pour tes chères îles marquises. Certains se sont réalisés grâce à ton acharnement, comme celui d'avoir un drapeau, un hymne et la reconnaissance de la langue marquisienne. D'autres étaient en gestation, comme celui de construire une pirogue double qui permettrait à tous les Enana de se réconcilier avec leur passé maritime. Cette pirogue, aujourd'hui, est en train de se réaliser et portera le nom de Étoile naissante de Teiki Keuhina, tout à Tea au Teiki Keuhina. Autour de la construction de la pirogue, on s'est reconstruit. Parce qu'on était tous détruits, tous. Dans le village, on avait perdu notre leader. Donc on s'est dit, en construisant la pirogue, on va continuer son rêve. Et s'il revient, eh bien, il verra qu'on ne s'est pas arrêté de faire des choses. Parce qu'en fait, il n'aurait pas souhaité ça. Il voulait que la vie continue, il voulait qu'on continue tous les projets qu'on s'était fixés. Donc on a continué. Et c'est devenu notre rêve. La pirogue a été mise à l'eau pour le festival de 2003 où tu n'étais plus. La pirogue était pour toi et ceux qui l'ont construite une manière de renouer les liens avec votre histoire, vos légendes. Tes lointains ancêtres étaient venus par la mer. C'est à la mer que tu es retourné. Et certaines de tes paroles résonnent aujourd'hui comme une prémonition. Quand
un marquisien meurt, son âme reste quelque temps sur terre, le temps de régler toutes les choses. Et puis après, l'âme descend toute cette crête pour venir ici. Et là, sous la mer, il y a un grand platier, enfin une grosse roche plate. Et quand une âme se met dessus, la roche, elle se renverse et ouvre la porte de Hawaiki. As-tu rejoint le Hawaiki, le paradis des Maoris? Tu invoquais tour à tour les dieux de tes ancêtres et les dieux du Nord. Tu nous en parlais souvent, tu cherchais, tu te posais tant de questions. Ce n'était pas un chrétien ordinaire, c'était un chrétien certainement. Bon, c'est un autre problème, mais un chrétien certainement. Il était croyant, disons, sentimental si vous voulez, quoi. Oui, il était certainement chrétien convaincu, mais versatile. Il avait une croyance en Dieu, mais Dieu, c'était pas ni Dieu catholique, ni un Dieu. Et donc, il avait cette spiritualité forte en lui, ce qui fait que je crois qu'il était capable de tout, à tous les niveaux. C'est dans tes contradictions qu'il faut chercher ce qui nous touchait en toi. Joyeux luron, aimant rire, tu étais aussi capable de rester des jours entiers dans le silence pour méditer. Tu pouvais faire la fête ou discuter de philosophie jusqu'au bout de la nuit avec le même enthousiasme. Un jour, il revient de Tahiti et il me dit « Ah, il faut absolument que je t'amène la prochaine fois. » Ah bon, c'est quoi ta trouvaille? Ah ben on va aller, ça se passe à Punaauia, on va passer toute une semaine là-bas, on mange rien, on fait rien. J'ai dit, mais on fait quoi? Eh ben on médite et on boit des tisanes. J'ai dit, attends, la tisane? Vas-y. Il dit, mais ça fait beaucoup de bien. Et puis il commençait à s'emporter parce que nous on mangeait du porc, ses amis continuaient à fumer, moi j'aime bien la bière, je le confesse très volontiers. Et voilà, il ne supportait pas que, voilà, alors qu'il vient de faire une expérience extraordinaire et que nous on continue à manger des animaux et voilà, et à ne pas le prendre au sérieux. Rien de plus sérieux pourtant que la méditation pour toi, la révélation des dernières années de ta vie. Il avait vraiment besoin de se ressourcer. Quand il allait faire ses méditations, c'était toujours dans un endroit isolé avec la nature. Et il avait besoin d'être seul au milieu de cette nature. Il avait une foi dans la vie, une foi dans ce qu'il faisait, une croyance dans tout ce qu'il entreprenait. Il disait souvent qu'il fallait rêver. Il fallait rêver pour entreprendre des choses et c'était un grand rêveur. Quand tu déployais tes ailes jaunes, nous pensions que tu vivais le Hakamanu, cette danse de l'oiseau que tu avais inventée. Être oiseau toi-même, échapper aux lois de la pesanteur, à la rumeur de la tribu, et embrasser ta terre d'un seul regard. Je sais que dans ces moments-là, tu cries, le cri du guerrier arrivant au col, le cri de celui qui célèbre ses noces avec les forces de la terre. Ko te tutuki ia me tēnei hoa o konui hoi o ro'o te iki keuhina. Ko te ave ia. Hamea oi tēnei a ine i ro'o me wainanu mātou ia oi ko tō mātou hoopu. He noa tu ei tō mātou at o mai ei epo ia mātou tuku maa oi. He ro'o he au kone ia o. Ha makauna ne
E te puta matawa ai makauna nui a oi, no ke ina hati hetu ia oi te ka oha. Te au kuha. E hapai. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le marquisien n'arrive pas à dire clairement « je t'aime ». Non, il n'y a pas de mot qui peut dire « amour ». Non, il n'y a pas de mot qui dit « je t'aime ». C'est comme dire « merci ». Le marquisien n'arrivera jamais à dire « merci ». On ne dit pas « merci ». On ne dit pas « je t'aime ».